Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un bonjour d'Algérie qui va être assez diversifié, qui va s'intéresser d'abord en premier lieu à la médecine par le biais de la SACHEV. Je vous expliquerai ce que c'est. On recevra le professeur M. Oud Bendeledi qui est chirurgien, chef de service du service chirurgie à l'hôpital d'Idouche Malade de Constantine. Ensuite, nous parlerons de l'événement culturel de la semaine passée à Biskra. Il y a eu la première, la générale, comme on dit dans le jargon théâtral, de la pièce Rodbet el Bey, la colère du Bey, et le Bey de Constantine. Et la jonction est toute faite entre entre la ville de Constantine et de Biskra. Et Karim Bouchiche, qui est metteur en scène, et le dramaturge Saïd Boulmarka viendront nous parler de cette dernière création du théâtre régional de Biskra. On terminera en littérature avec le dernier livre de Afif Mouetz que nous avons, si vous avez bonne mémoire, on l'a reçu durant l'été. Il nous avait présenté son roman L'énarque. Là, il récidive avec un nouveau roman. Il viendra nous en parler. C'est le programme complet de ce Bonjour d'Algérie qui ne déroge pas à la règle et qui va d'abord se balader sur les airs de Constantine avec la voix de Mohamed Tahar Fergani Rabbi yarhamou. طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي رفيقي وصاحبي عالغفلة صار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال انا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي وفي عدة 20 أو كفار خبرتهم غيض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, j'espère que la balade vous a plu, professeur Bendeledi. Bonjour d'abord, marhaba bik. Bonjour, je rappelle que Monsieur Ben Qaïdia, tout le plaisir est pour nous. le plaisir est partagé. Alors, comme chaque année, vous organisez votre rencontre annuelle, parce que c'est devenu le 6e congrès, 6e édition, donc c'est devenu un rituel, une habitude, et c'est tant mieux. Alors, je rappelle d'abord que vous êtes chef de service chirurgie à l'hôpital d'Idouche Malade de Constantine. Absolument, Voilà. tout à fait. Et chaque année, vous organisez cette rencontre scientifique. D'abord, représentez-nous d'abord qui est la SACHEV, parce que moi je la connais, mais mes amis téléspectateurs peut-être auront raté la présentation. Alors, qui est la SACHEV d'abord? La SACHEV, communément appelée comme ça, c'est la Société algérienne de chirurgie endocrinienne et viscérale, créée en 2019 par un ensemble de chirurgiens, à leur tête ma personne. Et depuis, on active sur le territoire national, aussi bien à Constantine qu'ailleurs, et actuellement donc un nombre assez important d'adhérents
des manifestations scientifiques en fonction des thèmes du moment. Et aujourd'hui, donc, on est sur... on a fait la 6e édition le week-end passé. Alors, la 6e édition, qui avait la participation de plusieurs professeurs, éminents docteurs, mais aussi jeunes médecins, parce que l'objectif, c'est aussi de rester dans la formation continue. Absolument, ça c'est un leitmotiv de la société. Vous allez voir sur notre, disons, thème. Donc on consacre une session spécialement pour les jeunes chirurgiens, donc pour leur permettre de parler, de présenter et de ramener leur expérience de tous les jours. Donc ça c'est une façon de faire disons, un trait d'union entre les anciens, les nouveaux, et c'est comme ça donc une certaine émulation pour permettre donc une mise à niveau à tout le monde, aussi bien donc les nouveaux que les anciens, à travers bien sûr. Parce qu'on apprend à tout âge, voilà. Absolument. Avec beaucoup d'humilité, vous le dites, voilà, vous apprenez des jeunes, c'est bien, c'est bien d'apprendre parce que chaque chirurgie a sa spécificité, c'est pas... Oui, même si l'acte est pratiquement le même. La 6e édition est symbolisée par exemple par à peu près, on a 120 communications affichées qu'on appelle communément e-posters, avec 80 communications orales, donc des gens qui ont présenté à l'échelle nationale et même donc de l'étranger par des Européens, par des visioconférences et même une session de vidéofilm. Donc ça a permis de faire... donc on en parlera par la suite sur les thèmes. Alors justement, sur les thèmes abordés, chirurgie c'est un peu généraliste. Alors qu'on sait qu'il y a plusieurs chirurgies. Bon, ça c'est un créneau très intéressant, on peut en parler des heures, mais juste 2 mots. Maintenant, on ne peut plus parler de chirurgie générale. D'accord. Pour nous, depuis, j'ai été un peu un fondateur, parce que j'étais à un moment président du Conseil pédagogique national de chirurgie, et on a fait donc une refonte du cursus, et on voulait changer les modalités d'enseignement pour les résidents, et à travers ça, on a changé le nom de chirurgie générale en chirurgie digestive et viscérale. Maintenant, pour nous, c'est chirurgie viscérale et digestive. Et pour notre société, on s'intéresse aussi à tout ce qui est glande endocrine, sein, pancréas, surrénal, thyroïde, parathyroïde. Donc ça, c'est un peu le profil particulier de la société, c'est un peu spécifique et ça permet donc de... Alors les thèmes, ça permet aussi de se spécialiser. Vous avez des thèmes, le plus récurrent, c'est maintenant, c'est le cancer du côlon, c'est qui prend des proportions énormes, inquiétantes. Chaque année, ça c'est un des thèmes que vous avez débattu. Oui, ce qui est intéressant, parce que comme vous le dites si bien, c'est récurrent, c'est aussi les techniques, les innovations, les méthodes diagnostiques, les méthodes thérapeutiques ont fait que le cancer prend le pas sur les autres pathologies, sans les occulter bien sûr. Chaque pathologie a ses spécificités, mais pour le cancer, on veut savoir à tout moment quelles ont été les innovations. Parce qu'on parle souvent, donc ça fait 3 ans, dans notre société, on fait une session spéciale innovation. Innovation, c'est pour chercher les gens qui ont fait des études, des recherches. Par exemple, dans ce congrès, on a fait appel à une chercheuse du CRPT, c'est-à-dire du Centre de recherche biomoléculaire et technologique de l'université de Constantine. Elle nous a parlé de la greffe des îlots de Langerhans au niveau du pancréas pour traiter le diabète de type 1. Donc ça, c'est intéressant. Ah oui, ça c'est une innovation. Oui, donc on fait appel, même si on n'est pas chirurgien, donc ça nous intéresse le pancréas. Peut-être qu'un jour, on ne va pas opérer le pancréas pour un problème donc, des tumeurs endocrines. Donc ça, c'est une innovation. On parlera aussi des innovations. On a parlé déjà des innovations sur comment rechercher des cancers par des marqueurs fluorescents. Par exemple, le verre d'indocyanine. Ça, on l'envoie 2 heures après. La tumeur capte ce verre,
donc, et elle illumine le chirurgien, et comme ça, il peut faire l'exérèse de cette tumeur avec beaucoup de facilité. C'est des innovations, c'est des techniques diagnostiques et thérapeutiques. Maintenant, avec des caméras bien sophistiquées, donc on avance. Ça, Même pour c'est ce qui des est innovations. compliqué, pour ce qui est un peu difficile, ça devient de plus en plus facile. Oui. Voilà, enfin, C'est plus maîtrisable. précis. Voilà, C'est plus précis. Donc, on fait appel donc, à cette forme d'innovation. Donc, il faut que les gens, même si on ne l'enseigne pas tous les jours, on est obligé de faire des mises à niveau par des congrès, par des journées. Bah oui, c'est des rencontres. C'est ça Voilà. l'intérêt. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est surtout ça. Hein, c'est de... Et pour revenir au Oui. cancer, maintenant on parle, par exemple cette année, cancer du pancréas, colorectal, des maladies inflammatoires de l'intestin et du rectum. Là, on est obligé de... On ne va pas répéter ce qu'on a dit l'année Bah oui, parce passée. que c'est un acquis. C'est un Voilà. acquis. Donc on va dire, est-ce que ce qu'on a fait était bien ou pas? Est-ce qu'on fait telle chose ou telle chose? Je parle comme ça basique pour que je sois... Bah oui, c'est pour être compris, parce que Ouais. si vous utilisez les termes médicaux, que on va Ouais. pas être nombreux à comprendre. Hein. Tout à fait. Donc on a fait des avancées diagnostiques, des avancées thérapeutiques, et tant mieux pour le patient, pour la société, le bien-être, le confort. Ça permet donc de mieux vivre et d'avoir donc un pronostic meilleur. Alors, tout à l'heure, vous m'expliquiez qu'il y avait même certains, quand je lisais le programme, les stomies digestives ou les raretés chirurgicales, c'est un peu vague pour nous, mais... Oui, par exemple, on va citer 2 cas. Ouais. Disons qu'un malade qui vient aux urgences, il ne sait pas qu'il a un cancer. Il ne s'est jamais présenté à un médecin. Ça existe, il y a des patients qui sont comme ça. Déjà, alors, la manière de lui faire apprendre qu'il est C'est malade, difficile. là, c'est... Oui. Donc on fait le diagnostic de façon urgente. On se dit, tiens, il y a un cancer au niveau du sigmoïde, c'est une partie du côlon. Donc pour lui permettre qu'il rentre dans le circuit de la prise en charge convenable, donc ce qu'on fait, on ne va pas traiter la tumeur en urgence, on va lui faire une stomie. C'est ce qu'on appelle un anus artificiel. C'est l'anus artificiel, on la bouche au niveau de la peau, donc au niveau de la partie abdominale, et ça c'est, on a levé l'obstacle Pour alléger la pour souffrance. alléger la souffrance du patient et lui permettre de rentrer dans le protocole de prise en charge de façon globale, c'est-à-dire qu'il va bénéficier, disons, 80-90% de la bonne prise en charge. Ça, c'est les stomies. Et en parlant de stomie, on va parler de toutes les complications qui accompagnent la mise en place de cette stomie. Et elle est temporaire. Parfois, elle peut être définitive. C'est-à-dire que... Oui, dans certains cas. Dans si, certains ça, oui. cas. Et en plus, il ne faut pas dire que c'est un inconvénient, un inconfort pour le patient. Maintenant, il y a du matériel, il y a des équipements, il y a des gens d'un certain niveau, on va parler, disons, qui vont mettre une difficulté. Il y a un stomie ici, donc il est gêné, etc. C'est disons, des manias des médias maintenant qui ont des stomies définitives. Tu ne sauras jamais qu'il est porteur de ça. C'est vrai que, vous savez, les malades ont tendance à cacher leur maladie. C'est logique. C'est logique. C'est un peu tabou. C'est tabou. Voilà. Et puis surtout, bon, si là, dans ce cas particulier, bon, vous savez, c'est gênant. Tout à fait. Mais ça dépend ici de la société. Ça, c'est important. C'est la société qui gère sa façon de montrer ou pas si le patient. Mais la meilleure façon, c'est d'en parler, de créer ce qu'on appelle des forums, de créer des groupes de discussion, et ça permet donc de démystifier les pathologies. Alors, parlons de pathologie, bon, on va inquiéter peut-être le téléspectateur, parce qu'on lui dit tel truc, c'est malade, le cancer. Mais il faut dire aussi qu'il faut le réconforter, c'est quand c'est bien pris en charge, et surtout rapidement, dépisté rapidement, c'est une guérison qui est pratiquement assurée. Tout à fait. Si on fait un flashback de 10 ans, la prise en charge du cancer était toujours tardive. Maintenant, depuis une décennie, la sensibilisation, les moyens de dépistage, les médias qui nous aident avec ça, parce que c'est important, les médias, c'est un facteur, un trait d'union pour le public.
Donc, D'où votre présence ici sur ce plateau, c'est surtout sensibiliser et vous le disiez tout à l'heure en off, la sensibilisation, c'est pas seulement, un mois, elle n'est pas ponctuelle, n'est pas, tout à fait. voilà. Si on prend le sein, Octobre Rose, ça ne suffit pas un mois. Donc il faut tout le temps faire ce qu'on appelle, ça c'est, je l'aime pas, ce matraquage, mais il est important. Parce qu'il faut créer à chaque moment que, tiens, par exemple, l'autopalpation chez la femme, souvent c'est elle qui vient consulter. Ouais. Mais si elle s'oublie, c'est la sensibilisation de tous les jours. Ça devrait être un geste automatique, je pense. Après les menstruations, toute Oui. femme ayant atteint la puberté devrait quand même... Parce que Oui. c'est vrai que, bon, quand on évoque le cancer du sein, c'est qu'il touche même des jeunes filles, c'est ce qui est inquiétant. Moi, j'irai plus loin encore. C'est-à-dire, je fais un appel pour les autorités, pour que le système de santé, ces gens-là, c'est-à-dire la société de façon générale, ait accès aux moyens de dépistage, comme ça se fait partout dans le monde. Il y a des kits qu'on achète, qui ne coûtent pas très cher, et juste donc il fait donc son examen, par exemple pour le cancer colorectal ou là, la prostate. Le cancer colorectal, donc il y a un kit, donc on va, disons l'endroit n'est pas indiqué, mais on est des médecins, donc il utilise le kit pour savoir s'il a du sang dans les selles ou bien donc ou bien il l'envoie au laboratoire et comme ça c'est rapide, c'est efficace. Donc au lieu de laisser le cancer évoluer à bas bruit, ou par exemple on en parle. On a en parlé Oui. sur le congrès. Le pancréas, c'est un cancer qui est silencieux. Ah oui. Il est Puis silencieux. c'est l'un des il tue. plus meurtriers, je crois. Oui. Je crois, hein, Il tue. c'est Oui, tout à fait. C'est le plus mauvais. Il y a un 5% de survie Ouais. après thérapeutique, chirurgie et chimiothérapie. Donc, Mais comme il est silencieux, docteur, Donc, c'est pour ça- à quel moment on doit s'inquiéter? Comment c'est se pour faire, ça c'est- que maintenant, des études sont faites Ouais. et on cherche le moyen de le dépister le plus rapidement de possible. façon génétique. Donc c'est une carte génétique. Maintenant, les gens cherchent ça et ça se fait en Europe et même dans Oui, le c'est monde. vrai qu'à travers le monde, on est en train d'aller vers les gènes, vers la génétique, pour essayer de dépister avant même, pour un peu ce qu'on va dire, ce que vous redoutez, vous, le terrain favorable, le terrain génétique, quand il y a un cancer dans la famille, bon, pas obligatoirement, mais il y a une certaine relation automatique avec les... Normalement, tout médecin qui reçoit, qu'il soit généraliste ou spécialiste ou dans n'importe quelle spécialité, pour son cancer de sa spécialité, il doit faire ce qu'on appelle une enquête génétique. Oui. C'est quoi l'enquête? Elle est très facile. C'est une enquête à la recherche d'antécédents familiaux dans la famille. Est-ce que vous avez eu des cancers? Et ça déclenche le processus de dépistage. Bon, ça veut pas- une c'est obligation. pas automatique, mais il y a, on va dire, Non, le facteur c'est est la quand puce même- à l'oreille. Ouais. Donc ça nous donne, il faut commencer à rechercher. Et la génétique, pourquoi? C'est une carte personnalisée. Maintenant, le dépistage, même actuellement, tous les thérapeutes ne peuvent pas traiter tout le monde de la même façon. Donc c'est pour ça qu'on crée ce qu'on appelle des étapes d'immunohistochimie, c'est-à-dire raffiner le diagnostic du cancer pour permettre une thérapeutique appropriée. Ça veut dire qu'on ne doit avoir... Est-ce qu'on doit avoir une relation perpétuelle et continuelle avec le médecin? Parce que le médecin est là, il faut... Bon, on va commencer par le généraliste, qui est une chose qu'on n'a pas beaucoup en Algérie, c'est le médecin de famille. C'est une conception Ouais. qui est fausse. Normalement, on doit l'avoir. Lui, il connaît tout le monde et c'est lui qui, normalement, peut enclencher le système de dépistage et de sensibilisation. C'est ce qui... Nous, ça marche de bouche à oreille. X, il est bien, Y, non. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Mais C'est normalement, on doit avoir un médecin qui est là, qui Absolument. connaît la famille, qui connaît la génétique de la famille, les maladies qui reviennent, et puis surtout qui a une fiche sur... Ça on devrait, peut-être qu'on devrait engager ce processus d'avoir un médecin, mais pas seulement médecin de famille, médecin conseil, on va dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Mais ça fait partie, normalement, de la conception sociétale. Donc c'est la société qui marche comme ça.
Donc peut-être qu'il faut encore rechercher des moyens Oui. d'éducation à un certain âge, disons, Bah, à l'école. Oui, probablement. Allez, c'est vrai qu'il faudrait prendre à la base, et puis À la surtout, base. c'est une certaine éducation médicale qu'il faudrait acquérir. Moi, je pense que le corona a été quelque chose de... C'est vrai qu'il nous a tué beaucoup de gens, là, il faut le dire, ça a été destructeur. Mais il nous a enseigné quelques préceptes qui sont bons. On a retenu des leçons, comme se laver les mains, être propre, ne pas trop mettre des bavettes quand on est enrhumé, quand on a la grippe, surtout en ce moment. Donc c'est peut-être à quelque chose malheureusement, et ça serait bien de continuer sur cette lancée. Tout à fait, tout à fait. Pour revenir à la Oui. chirurgie, Alors chirurgie, bien oui, sûr. du 6e congrès, bon, c'est intéressant à plus d'un titre. Pourquoi? Par exemple, il y a des communications qui ont été présentées qui nous parlent du parcours du patient. Ça, c'est important. Le parcours du patient, parfois le patient, il On est ne comprend pas très bien. Vous savez, Ben oui. parcours du patient, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que Par vous exemple, sentez? où est-ce qu'il doit aller la première fois faire sa première consultation. D'accord. Et à partir de quel moment il va suivre un circuit pour arriver, en parlant de chirurgie, à une intervention et un suivi post-opératoire. On le fait de façon didactique, c'est-à-dire sans expliquer, mais maintenant nous sommes dans l'obligation d'avoir le consentement du patient pour lui Bah oui. expliquer. Donc on va lui dire que c'est comme ça, le circuit, ça commence comme ça. Vous allez être, on fait une préparation, on fait donc une intervention et à la fin, donc il y a un suivi. Donc automatiquement, ce qui nous intéresse, ce circuit doit être balisé. Donc, et on doit tirer profit. Comment? C'est pour éviter ce qu'on appelle les événements indésirables liés aux soins. Parfois, ils sont graves, ils sont source de complications, de morts, de décès. Donc, et ça arrive. Hein. Je vous donne un exemple, juste Oui. pour, Oui, bien sûr. disons, Pour éclairer nos esprits. stigmatiser. Oui, oui. Le circuit du patient en chirurgie, dans certains pays européens, par exemple en OMS, ils l'ont mis en place, ce qu'on appelle la checklist du bloc opératoire. En 2010, ils ont commencé à travailler en 2010 sur ça. Ça fait 15 ans. Et au bout de 15 ans, il y a à peu près, ça sur des travaux qui ont été et des sondages réalisés, il y a à peu près 50% des événements indésirables graves liés aux soins. Ça se passe spécialement dans l'étape où le malade a déjà été opéré et au niveau de la salle de surveillance post-opératoire. Oula, c'est très court. C'est très court. Donc on ne voit pas, tiens, il a compliqué, il est décédé, on doit le reprendre, etc. Donc les gens commencent à savoir quelle est l'étape où on doit intervenir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la conformité du circuit. Est-ce que c'est bien balisé ou bien il y a des défaillances? C'est bien d'expliquer tout ça, que c'est très rapide et qu'il faut faire attention, et puis que votre intervention peut arriver à n'importe quel moment. Voilà. Donc la chirurgie a aussi évolué. Petit mot sur les évolutions. Maintenant, on parle d'endoscopie, on parle de chirurgie bénigne, d'ouverture. Voilà, ça a changé. Oui, tout à fait. Maintenant, nos amis gastro-endoscopistes nous sont en train de, disons, titiller sur le terrain de la chirurgie. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ouais. Ça permet aussi de ce qu'on appelle, c'est les méthodes non invasives. C'est-à-dire que il rentre le matin, on fait une fibroscopie, on fait une ablation d'un polype, etc. On fait une petite incision. Et le soir, s'il a fait une anesthésie générale, maximum, il passe la nuit pour une surveillance. Le lendemain, il rentre chez lui. C'est bien. Et ça permet de gagner deux choses. Le malade revient rapidement dans son activité de tous les jours. Et sur un plan économique, c'est bon, c'est moins cher. C'est moins cher, ça coûte moins cher, sa ça prise coûte en moins charge cher. médicale, Tout à et surtout son hospitalisation. Il faut dire que l'hospitalisation d'un patient coûte très cher. Bon, maintenant, on en parle, on a déjà en parlé auparavant. Sur le congrès qu'on a fait le week-end passé, donc on parle sur ce qu'on appelle la réhabilitation accélérée, rapide en chirurgie. C'est-à-dire que le malade est opéré J1, normalement J2, J3, il peut sortir. Et on crée un circuit de prise en charge. Ce qu'on est en train de faire
avec les patients. Très bien. Donc on va synthétiser, puisqu'on arrive un peu à la fin. C'est vrai que le congrès est très important pour les avertis, les gens du domaine, les chirurgiens, mais quelles sont les retombées sur le simple patient? Les retombées, c'est pour savoir est-ce que on est, disons, on peut faire telle ou telle pathologie sans avoir les équipements appropriés. C'est-à-dire qu'il y a un système D. Mais quand les équipements arrivent, ça devient facile. Deuxième chose, est-ce que notre capacité à adhérer, par exemple, aux recommandations consensuelles internationales sont appliquées? Pas chacun fait ce qu'il veut. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est On important. est obligé de suivre. Ça existe, parfois ça existe. Oui, malheureusement. Parfois ça existe, malheureusement. Mais donc on est obligé de veiller à ce que les gens prennent ce qu'on appelle un circuit balisé. Ça, c'est important. D'accord. Troisième élément qui a été discuté, c'est, disons, de mettre en relief ce qui se fait à l'apogée de la chirurgie, qu'elle soit endocrinienne, viscérale ou digestive. Bon, ça a été le cas ici, on a fait appel à des étrangers, ils ont parlé du verre d'indocyanine, du séquençage génétique dans le pancréas, les métastases hépatiques, comment les traiter actuellement par un Suisse, et éventuellement, les Algériens nous ont ramené leur expérience de tous les jours. Les résultats sont probants, mais on aspire à mieux. Alors, on se situe juste en matière de chirurgie, au plan peut-être régional, on se situe où exactement? Est-ce que nous sommes, dans quel palier nous sommes? Bon, ça, c'est une question, pas piège. piège. Non, Colle, pas piège. Non, mais à peu près. Je veux dire, est-ce qu'on est bien? Bon, je sais que les médecins sont toujours insatisfaits, on aimerait toujours mieux. Oui, tout à fait. Mais on va dire qu'en matière de prise en charge, quand même, ça... Il y a des choses, disons, basiques. Je vais parler, par exemple, du service de chirurgie, là où je suis. La première chose, les patients admirent quand ils sont hébergés, c'est-à-dire le problème d'hébergement et, disons, l'hôtellerie, de façon générale. Voilà, on va parler comme ça. Voilà les conditions d'hospitalisation. Quand elles sont bonnes, il y a une diminution donc, de l'anxiété. Ouais. Bah oui, le stress, il est là, on a moins peur quand on est bien pris en charge. Oui, tout à fait. Quand on est bien installé. Deuxième élément, ils appréhendent l'intervention chirurgicale et là, on a une psychologue dans le service, donc qui fait ce qu'on appelle donc un briefing du patient. Le plus important, c'est le résultat de l'intervention chirurgicale. S'il est bon, vous avez un bon retour, donc il y a une compétence, et s'il n'y a pas un bon retour, donc les gens tiquent un petit peu, et c'est de là où on peut situer éventuellement est-ce que ça marche pas. Et la chirurgie, elle est corrélée aux équipements et à la compétence. Bon, disons, en Algérie, on est bien, mais par rapport à d'autres pays, on aspire à mieux. Il faut dire qu'on a 46 millions d'habitants. L'Algérie est vaste. Oui. Donc, on doit avoir les mêmes niveaux à tout, disons, au niveau de tous les espaces algériens. Voilà, mais les quatre coins du pays, comme on dit. Et c'est pour ça que vous faites ce genre de rencontre, c'est pour un peu uniformiser la manière d'intervenir d'une manière chirurgicale. Très bien dit. On arrive à la fin. Moi, j'ai fait votre conclusion, mais un petit mot de fin avant de nous quitter. Je remercie d'abord la station régionale de Constantine de nous avoir donné l'occasion de parler de notre congrès. Et en même temps de remercier Ismaël qui est un ami. On essaie de vous soutenir. Absolument. Mais moi, je vous donne rendez-vous à la 5e édition, Inch'Allah. Inch'Allah. Peut-être d'autres innovations. Inch'Allah. Et j'espère qu'on sera à la hauteur. Inch'Allah, vous êtes à la hauteur et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, professeur Bendelidi Msaoud. Je rappelle que vous êtes chef de service chirurgie à l'hôpital d'Idouche Malade de Constantine. Allez, comme promis, nous allons vers le théâtre. Une petite passion, ça c'est ma passion, le théâtre. Et nous étions à Biskra pour la générale de la pièce. Comment on dit, c'est la première mondiale, c'est
l'avant-première, comme on dit, c'est une représentation donnée pour les avertis, pour la presse, pour essayer d'avoir un aperçu sur la dernière création du théâtre régional de Biskra. Petit reportage et puis le temps d'accueillir mes deux invités. راجلك خليفه الباب قتلو. Jusqu'à maintenant ما قدرتوش تهدموا سور. ضيعتوا الذخيرة في باطل. شغل راكم تضربوا بالابريكو والبطيخ؟ مون جنرال، السور عرضه اكثر من 2 متر، يحتاج الى قصف عنيف متواصل. يا رجال combattez jusqu'à la mort. خلاص يا جماعه، مرقد السلام، نبقاو راقدين خويا. طارق لويز في دور الباي احمد بايلك الشرق. ان شاء الله في هذا العرض المسرحي غضبة الباي سنشاهد شخصية الباي في كقائد لباي الشرق، وسنشاهد ثاني انه احمد في شخصه في الانسان الذي يحب وطنه، وتمنى فرجة ممتعة للجميع. من الاول الدور صعيب من ناحية التركيب الشخصية، لانه شخصية عندها قوة، عندها حضور، عندها الحكمة، يسمى متعدد متعدد من وجهات النظر. بالتالي هذا الدور من ناحية بعد الشخصية هو صعب جدا، ولكن مع التدريبات مع الأستاذ كريم بوتشيش أعطانا كل التفاصيل حول شخصية الباي، تاريخه في قسنطينة، في بسكرة. عشنا هذه الشخصية، ومن خلال هذه التفاصيل مع الأستاذ كريم بوتشيش وصلنا إلى نتيجة أنه الباي أحمد هي شخصية جزائرية 100%، له أبعاده السياسية والاجتماعية. نحاول إن شاء الله نعيش هذا الدور من خلال التدريبات ومن خلال قراءتي لتاريخ الباي، من خلال الأم ورقية وكيفاش راح القسنطينة وكيفاش قابل فرنسا وكيفاش ربح المعركة الأولى في 36 وكيفاش اتجه لبسكرة وكيفاش تلاقى بالشيخ الطهراوي. هذا كامل هذا النقاط كامل عشتهم من خلال هذا الدور، من خلال البناء الدرامي لهذه الشخصية. وبطبيعة الحال أنه هذه الشخصية مهما وش قمنا بأداء هذا الدور راح نحاولوا أنه نوصلوا بنسبة معينة لهذه الشخصية إن شاء الله. دوري في المسرحية أنا أم الباي، المسمى رقية، وهي أصلها من بسكرة، من عائلة بنقانة. هكا في المسرحية الدور تاعي كأول تجربة، يعني الحمد لله. تجربة مسرحية، هذه ثالث تجربة في العمل التاريخي، يعني تجربة درامية جميلة جدا. والمخرج نتاعنا كان كريم بوتشيش. كريم لعب دور كبير في انه يخلق فينا واحد الانيماسيون نتاع نخدموا التاريخ كحكاية، ما نتعمقوش في واحد التفاصيل وما نتعمقوش في خدموه كحكايه، مسرح داخل المسرح. يعني نشكر المخرج ونشكر الطاقم اللي جاء ثاني حضر، انتم ثاني الصحافه والاعلاميين. صمتنا نغتنموا الفرصه ونقضيوا عليه في الصحراء جنرال. اي موا جو نو تخوف جامي لابي حتى تقضوا عليه. اتفضلوا وقفوا بوحدكم. عليه بش
Voilà, c'est un fragment de la pièce de théâtre Ghadbat el-Bey, la dernière création du théâtre régional de Biskra. J'ai le plaisir de recevoir deux amis d'abord. Karim Bouchiche, metteur en scène de la pièce. Marhaba bik. Bik Ismaël, merci pour cette invitation ou un grand bonjour aux téléspectateurs. Et à ses côtés, le dramaturge, celui qui a réécrit la pièce, Saïd Boulemarqa. C'est ça, réécriture? Oui, une écriture dramatique. Remédiation et réécriture du texte. Ouais. Très bien. Marhaba bik. Bik Aïch Klaïsselmek. Merci beaucoup pour l'invitation, Ismaël. C'est moi qui vous remercie d'abord. Je sais que vous faire le veto, c'est déjà... Mais allez, c'est pas tous les jours. Allez, moi je sais. Pour mes habitudes, non. Ouais. Je passe mon temps à écrire. Donc. Alors, le Ghadbat el-Bey, La colère du Bey, de Constantine, c'est une pièce qui retrace un peu l'épopée du Bey Ahmed, le dernier Bey de Constantine. Alors, pourquoi avoir choisi d'abord une thématique comme celle-là? Tout d'abord, je tiens à remercier aussi monsieur le professeur Hamid Aloui qui a écrit le texte Ghadbat el-Bey. Il y a aussi Saïd Boulemarqa qui a fait la dramaturgie du texte. Bon, le choix du Ahmed Bey, parce que Ahmed Bey, l'épopée d'Ahmed Bey, elle est très, très, très connue. On a essayé de travailler sur un angle d'attaque et d'essayer de mettre en scène cette épopée de la prise de Constantine 36, 37, ou peu après le départ sur les Aurès, par la suite. Ah oui, jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, etc. Bon, maintenant, la plus grande difficulté, c'est de travailler sur un texte classique, en arabe classique, parce que ça m'a posé un problème. Comment travailler une épopée de cette envergure, du sens qu'il y a plus de 60 ou 70 personnages. Alors il a fait... oui. Déjà, c'est un problème par rapport aux moyens disponibles. Moyens humains d'abord, on ne va pas mettre 70 personnages. Et moyens financiers aussi, parce que c'est un œuvre très grand. C'est une œuvre qu'on doit... il faut chercher comment la réduire. Alors, ça, c'est des problèmes déjà techniques, c'est la réduction du nombre de comédiens sur scène. Bon, je pense que même Hamid Aloui, il a travaillé sur une épopée, c'est pas sur une pièce de théâtre, au sens propre du terme. Alors, il a fallu l'intervention de Saïd Boulemarqa pour essayer de faire une césarienne, si on peut dire ça, pour le texte. Il a fallu ça. Et une deuxième réécriture scénique beaucoup plus, parce que Saïd a essayé de travailler sur un texte ou écrire un texte directement sur scène. Et c'était, bon, peut-être pour moi en tant que metteur en scène, c'était une bouffée d'oxygène lorsque j'ai trouvé Saïd. Il m'a proposé deux versions et j'ai trouvé l'angle d'attaque, comment faire monter ce spectacle. Ça veut dire que la transition est toute faite, la dramaturgie, ça a dû être facile, du moment que vous avez proposé deux formes. Oui, j'ai fait deux versions que j'ai remises à Karim. Lui, il en a choisi une. Et c'est ça. Bon, la première des choses qu'il m'avait demandé, c'est de réduire le nombre de comédiens, sans pour cela toucher à l'âme du texte et à l'âme de l'histoire, bien sûr. Donc moi, j'ai vu que, justement, le symbole de la résistance, Ahmed Bey, il s'est opposé à deux expéditions. La première où il y a eu la victoire. Je crois. 3, non? La troisième a été fatale. Non, il y a eu deux expéditions, 36 et 37. Moi, j'ai travaillé sur 36 et 37. Donc, 36, c'est la victoire de l'armée de Constantine et du Bey, bien sûr. Et la deuxième, bien sûr, c'est la chute. Donc, et puis mais ça a dû être facile pour vous, puisque vous avez déjà travaillé sur ce moment, puisque dans le Bourri, vous avez fait la jonction entre le personnage du Melouf et la bataille de Constantine, c'est ça? Oui. Donc, j'ai réécrit, ou j'ai remis sur scène des séquences que je n'avais pas mises dans le Bourri. Donc, parce que dans le film,
c'était un peu difficile de réaliser une grande bataille, surtout celle de 36 et celle de 37 aussi, la bataille de rue qui est... Il faut vraiment avoir beaucoup de moyens, oui, beaucoup de moyens d'acteurs, beaucoup de figurants. Oui, ouais, c'est pour autre justement réaliser cela. Aussi, l'oncle de Ahmed Bey, Bouaziz Bengana, aussi normalement il devrait figurer dans le bourri, mais comme ça va être un surplus, donc sur... Vous l'avez remis à l'ordre? Oui, j'ai remis dans la pièce le rôle de Bengana et le rôle qu'avait joué Bengana, son oncle, c'est-à-dire le frère à sa mère. Et pourquoi? Parce que, comme m'avait dit Karim, il faut axer sur le passage d'Ahmed Bey à Biskra. Comme la famille Bengana, c'est à Biskra. Oui. Bon, je ne sais pas s'ils sont originaires de Biskra ou ils se sont installés à Biskra. L'essentiel, pendant ce temps-là, ils étaient à Biskra. Oui, ils étaient à Biskra, voilà. Et là c'est une partie de l'histoire que l'on connaît peu, c'est-à-dire la chute de Constantine, et puis après, ce qui s'est passé pour le bey, même si dans la pièce, vous ne vous attardez pas beaucoup sur cette partie, même si c'est juste à la fin. Bon, c'est vrai que pour la dramaturgie, il faut d'abord expliquer et tout. Bon, là, c'est vrai que la partie n'est pas très développée, à mon avis. C'est une critique. Il n'est pas resté longtemps à Biskra. Ouais. Lui, c'était beaucoup plus les Aurès. Mzira Akbash, je crois, c'est la région. Voilà, je crois, c'est un peu. Si ma c'était beaucoup plus les Aurès, parce qu'ils voulaient continuer la résistance. À Biskra, c'est ouvert, donc c'est un pays ouvert, plat, donc ils ne pouvaient pas, vu le grand nombre de l'armée coloniale. Donc il a préféré aller dans les Aurès et il a été très bien accueilli par les Aurassiens. Alors là, ça, c'est le spectacle bon par an. Moi, par contre, je vais revenir vers Karim Bouchiche et la mise en scène, le choix. Il y a toujours des choix à faire. Bien sûr. Disons que mon choix pour s'adapter sur une forme théâtrale, c'était aussi très difficile. Et c'est par rapport aussi au texte proposé. Parce que de travailler sur un truc historique, original, classique. Bon, maintenant, moi, j'ai essayé de faire juste un petit constat historique sur les faits à partir de 36, puis 37 jusqu'à la édition. Alors, le choix était un choix, disons, sur une forme purement brechtienne à 100%. C'est un spectacle qui est plein de distanciation. J'ai essayé de faire une réflexion brechtienne à 100%. C'est pas seulement de casser le quatrième mur, mais d'aller jusqu'à la profondeur de la distanciation, c'est de comment mettre des personnages et leurs contradictions, et leurs contradictoires, si on peut dire. Et ça, c'est un travail brechtien qui demande un peu de réflexion, un peu d'effort, des trucs techniques. Moi, j'allais dire, ça demande aussi des comédiens expérimentés, chose que vous n'aviez pas. Justement, parce que c'était mon objectif dès le départ. Mon objectif à travers cette pièce, c'est de créer un noyau, une troupe artistique à Biskra. C'était le plus important. J'avais le choix de ramener plusieurs comédiens professionnels pour incarner les rôles, etc. Mais c'était mon choix. De laisser une trace à Théâtre de Biskra. Et c'est de créer une troupe artistique parce que je trouvais quand même Biskra, c'est plein de talents, plein de passionnés de théâtre. Alors j'ai dit pourquoi pas faire réunir. Et en même temps former, c'est une formation. C'est une formation pour ça demande beaucoup plus de la discussion, de la formation. C'est du boulot, c'est du travail. Boulot. En tout cas, la distanciation brechtienne dans cette pièce est extraordinairement belle. On l'a vu à plusieurs endroits de la pièce, plusieurs moments plutôt. Et à la fin, bon, on comprend quand même, hein, même si ça peut... Et vous allez le voir dans le reportage que je vais vous proposer, certains étaient un peu étonnés
de voir Bouchiche Karim aller dans cette dimension théâtrale. Alors que c'est à peu près, il y a quelques, je sais pas, quelques indices qui me rappellent Aoudet El Hallaj à peu près. En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Ou le choix de la forme. Bon, moi, je suis très connu de travailler sur des formes via une approche cinématographique. Là, il n'y avait pas. Là, il n'y avait pas, mais en quelque sorte, tu sens qu'il y a... Il y avait les éléments du cinéma. Du cinéma, mais, dans mais une version par exemple, par rapport aux éclairages, par rapport aux interventions de comédiens, parce que les incarnations aussi, tu as une idée qu'en quelque sorte, même le jeu de comédien, c'est pas vraiment un jeu d'acteur à 100%. En quelque sorte, c'est un jeu cinématographique. C'est par rapport à la diversité et les plans que j'ai proposés sur scène. On va montrer quelques bouts de scène à notre ami Saïd qui n'a pas vu le spectacle. Oui, il n'était pas présent. Oui, j'étais pas présent. J'étais à Drach ce jour-là. Très bien. Ouais. Et surtout, vous allez voir la réaction du public et de certaines figures du cinéma, du théâtre, de la télévision qui étaient présents. شعل النار مليح شعل كنت فيك تسخن. اليوم رانا في جبل الاحمر خد اللي نباتوا هنا غدوه نستناو الكتيبه تاع الخوه تلحق ان شاء الله. ان شاء الله. ايه هالخوه الليل طويل وبرد الوراس يقطع بس حرحم النار فرنسا. عندك الحق. صحيح يا خويا. هم اكبر من همك. بصح الشي اللي راه مخيرني الخوا وراني حاب نعرفو هو هذا الجلد اللي ديما على كتفك يا خويا محمد. حاب نعرف حكايته. هذا الجلد ورثته من عند جدي يا احمد باي. ماهوش غنيمة حرب. هذا راه جذور الثور. حكايته بدات نهار فرحات بن السعيد وبعزيز بن قانا كل واحد يقول انا شيخ العرب في الصحراء ومستعد ندخل الحرب على جال هذا المنصب. مات الجنرال دوريمون ويشهد عليه التاريخ سنين وقرون بعد ما جات هجم على قسنطينة متحمس وسخون خلصها في كدية عاتي مدفون. تهدمت الاسوار وتهرس التهراس البي ترك القصر للنهب والاختلاس ومشى للجوء في جبال الوراس. الشيخ الطهراوي زالت دموعه فوق الخد وكيما اعطى عهد للباي ابقى يقاتل ويجاهد. الباي مشى لبسكرة اقعد فيها زمان ومن بعد وقع على الهدنة مع القائد سان جرمان. ورجع احمد باي لقسنطينة اللي كان فيها سلطان. رجع اليوم حزين وغضبان. احمد باي زرع فينا بذرة ثورة من قسنطينة للوراس ومن بسكرة العاصمة. الدم واحد والقضية واحدة. هذا سبيكتاكل عرض هايل. على هايل؟ هايل لأن كلهم كيما راهم سي دي جون اماتور. دونك il faut les voir d'ici 2-3 années. Ils vont être inchallah des comédiens, de bons comédiens. والله سبيكتاكل مليح اللي خرج مليح. كاين حوايج هكا دارهم ما كنتش نظن بلي بوتشيش يديرهم. بون بقات الانتربريتاسيون دي كوميديان هذه انا معاك في يعني في السؤال تاعك اللي قلته. كان دي كوميديان بالك ما طلعوش بزاف فوق الخشبه ولا ما خدموش مسرحيات بزاف. مي في المستقبل مي تحس فيه من النقه تاع المسرح يعني يطيحوا فيه مخرجين يعني كبار
قادرين يرجعوا دي كرون كوميديا. تو دابور رانا فوق الروك حتى مسرح شباح المكي. شباح المكي تعرف مناضل في وقت الثوره الجزائريه من قبل الى غير ذلك، من بين الشخصيات الوطنيه اللي خلات بصمات. اضافه الى هذا اليوم حضرنا لا بريمير مونديال نتاع المسرحيه نتاع زميلنا اسمه كريم بوتشيش. اليوم شفنا انه انا نعرف بوتشيش، نعرفه في العمل تاعو، هو نفس الاعمال، يستعمل الموسيقى، يبني المشاهد تاعو على الموسيقى الى غير ذلك. ميزون سان تري زايري دي كوميديا كي نون با فيكو لا بيريود هذيك. دونك ils ont été chercher un peu les traits de chaque personnage, mais غير au niveau des costumes, au niveau de ajouter à cela le support musical. Il y a de la recherche. مسرحيه كيما هذه on a profité انا وليدي وعشنا ان سواري بارفيت. ربي يبارك وربي يدومها ان شاء الله. جد سعيد بوجودي هنا بحضوري، واكتشفت بعض الاشخاص اللي عجبني دورهم والتمثيل تاعهم. المسرحيه عندها هي رساله، ويظهر لي الرساله هي الرسميه راهي مهمه كثيره ياسر للتوعيه باش تفكروا الماضي وما عاناه الشعب. هذه كلها امور عندها معنى، ونتمنى ان يتكرر بعض الامور كيما هكذا، تتكرر وتتكرر وتتكرر. كلمة يتفضل مشكورا. شرفتنا اليوم بالحضور بمدينة بسكا. أوتار عقرة الشاشة، وأنا نقول لهم اليوم اليوم كون من نجوم السينما العربية والجزائرية والمسرح علاوة. اسمعوا علاوة، نحن ديما نشتوا ونحبوا نسمعوا علاوة. En tout cas, moi, je peux vous assurer qu'il y avait une excellente ambiance et vous avez entendu public. Là, Koutsana fait le public, il réagit de cette manière. C'est tout l'honneur pour moi, bien sûr. Mais je ne m'attendais pas à ce public, sincèrement. Parce que. D'abord, salle archi-comble. C'est pour la première, à part à travers les propos de c'est la première fois que la salle a été archi-comble. Et elle a motivé beaucoup plus l'équipe artistique, l'équipe des comédiens de travailler. Avec la motivation, donc, ils se sont donnés à cœur, à fond. Oui, et je leur tire chapeau. Merci. Il faut remercier les comédiens qui ont fait beaucoup d'efforts. Oui. Saïd, alors quand tu revois ces images que tu as ratées, oui, je n'étais pas présent ce jour-là parce que j'avais un travail à Drar, donc je n'ai pas assisté. Mais c'est toujours merveilleux de voir sur scène ce que on a écrit. C'est-à-dire, quand je vois la réalisation de Kerim Bouchiche, tout ce décor, ces lumières, cette musique qui enjolive le texte, je ne sais pas, je sens de l'émotion dans la matérialisation de ce que tu imaginais. Ça. Donc, ce que j'ai imaginé, bon, moi je l'ai écrit, je l'ai imaginé dans mon imagination, comme on dit pour ne pas faire le pléonasme. Je l'ai imaginé, mais le voir concrétisé, c'est autre chose. Et ça donne vraiment du frisson quand on voit ce qu'on a écrit, réaliser, les personnages vivants, animés, ça c'est beau. Et c'est ça le théâtre. L'œuvre artistique, c'est ça. C'est ça, une œuvre artistique. Ça veut dire que c'est très fidèle à ce que vous avez imaginé en écrivant en réécrivant le texte. Oui, c'est très fidèle. Ça n'a pas été facile. Et rien n'est facile. Ça n'a pas été facile parce que il y avait, je dois citer aussi Lamine Bahri, que je salue. On a beaucoup parlé du premier texte et des propositions que je lui ai faites. Et il est de Biskra, lui. Oui. Et aussi des propositions qu'il m'avait faites. Et avant de commencer à écrire. Donc, moi, je n'écris pas directement. Il faut d'abord que je fasse une recherche.
pour que je n'ai pas droit à l'erreur, bien sûr. C'est quand même une partie de l'histoire de l'Algérie. Donc c'est important de rester fidèle à l'histoire, sans être historien. Artistiquement, oui. Moi, je n'écris pas les documentaires, je fais une œuvre artistique reliée à l'histoire. Donc, je peux enjoliver, je peux rajouter... c'est ce qui permet un peu d'extravagance dans l'écriture, dans la mise en scène. C'est pour ça que le théâtre est là. C'est pas l'histoire, mais c'est une forme d'histoire. C'est une forme d'histoire. Et tout ce qui est artistique, plaît. Donc, je dois, par mon texte, ou je dois, c'est-à-dire viser le public de manière à ce que le texte lui plaise. Le texte, et puis c'est le travail du réalisateur. Donc il y a toujours, Karim et moi, il y a une grande... C'est pas votre première expérience. Oui, je sais qu'il y a une grande complicité. Oui, très grande complicité. Ouais. Je le comprends, il me comprend, donc voilà. Et c'est une belle chose quand il y a l'auteur et le réalisateur qui s'entendent très bien et qu'il y ait une complicité entre les deux. Ça toujours. Je préfère complémentarité. Complémentarité, oui, on se complète certainement. Et voilà. En tout cas, ça a donné un beau travail. Ouais. Je sais pas, c'est pas mon avis seulement, c'est celui des gens qui étaient présents, qui découvraient d'abord. Ce qui est bien, ce qu'on va retenir, c'est que le théâtre régional de Biskra a ouvert ses portes. Il est né. Oui. On ne soupçonnait même pas qu'il existait. Il y avait une bâtisse, mais on ne savait pas qu'il y avait une troupe. Ça a dû être quand même très difficile de mettre sur pied une pièce comme ça. Ça, c'est grâce au directeur qu'il faut saluer. Et bien sûr de Karim Bouchiche qui a réuni toute cette troupe dont l'objectif est d'en créer d'autres, peut-être. Voilà. C'est ce que j'allais dire, mais tu poses la question. Je devrais faire journaliste. Je voulais dire que l'honneur revient aussi au directeur Ahmed Khoussa. Parce que lorsque tu as affaire à un administrateur ou un directeur qui porte deux casquettes, l'artiste, l'écrivain ou l'homme de lettres. Administration, et en même temps c'est un artiste, parce que c'est un enfant de l'ISMA lui aussi. Parce qu'il a déjà une vision, il a un plan d'action. Il savait qu'est-ce qu'il doit faire. Le choix, les choix artistiques, les choix que les propos sont très intéressants. Elle a dit, on s'est sur la même longueur d'onde, sur le plan de la réflexion, et c'était notre objectif, c'est de créer la troupe artistique, et c'est très important. Revenons à Saïd. Saïd, c'est le cumul, la pièce de théâtre, Ghadbat el-Bey, c'est le cumul de plusieurs expériences qu'on a travaillé ensemble sur plusieurs textes. On a travaillé sur Belk Haddad, on a travaillé sur Katb Yassine, on a travaillé sur Habib Sayah, quand même, c'est le cumul. Et voilà, lorsqu'il y a la complicité de l'auteur et le metteur en scène, certainement, il va y avoir un beau travail, où j'espère qu'on est arrivé à plus ou moins à un niveau satisfaisant. C'était la générale. C'était l'avant-première. L'avant-première, donc ça veut dire que le premier spectacle n'est pas encore donné. Oui. Et ça sera quand ? Le deuxième spectacle, ça sera pour le 11 décembre. Le 11 décembre à Constantine. À Constantine. Le 10, ça sera à Naba, le 11, ça sera à Constantine, Inch'Allah. Très bien. Et vous avez participé au festival FNTP, Festival National Théâtre Professionnel. J'espère qu'il y aura une belle prestation. Inch'Allah. En tout cas, le spectacle a un petit temps de rodage, 2-3 spectacles, ça devrait quand même... C'est la période de faire roder le spectacle, parce qu'il y a aussi une tournée qui, je pense, qui va commencer sur Annaba, Constantine, et on passe à Tizi Ouzou, Bjaya. Les derniers jours, on sera à Alger, Inch'Allah. Très bien. Est-ce qu'on pense déjà à l'avenir à créer une autre pièce à Biskra ? Oui, pourquoi pas, parce qu'on pense de créer aussi une école de formation théâtrale pour les petits-enfants, pour les adultes, pour les adolescents. Préparer la relève. Préparer la relève, parce que
J'ai visité les bas-fonds de Biskra et j'ai trouvé des merveilles, des compétences, que ce soit flactographes, des plasticiens, des musiciens, plein d'artistes. Alors il faut les réunir dans un espace où les encadrer avec des encadreurs de haut niveau. Et dans 2-3 ans, tu vas voir les résultats qui va donner de l'expérience. Ouais, on va dire que Saïd, c'est une graine qui a été semée à Biskra. Oui. Ben oui, j'espère, Inch'Allah, que cette graine fleurisse, c'est ça? Oui. et s'épanouisse beaucoup plus et donner ses fruits. Inch'Allah, on est que les semeurs. Et voilà. Non, mais en tout cas, c'est une belle expérience. Qui récolte. Les dates. Ben, ouais. Bon, un dernier mot, Belek, sur cette expérience. Quand on voit, peut-être que le jour où vous allez voir le spectacle, je sais que vous allez avoir d'autres émotions encore. Mais sinon, Saïd, un mot sur cette pièce pour justement appeler le public à venir la voir. Oui, et de un, c'est l'histoire de l'Algérie, je ne dirais pas uniquement de Constantine, c'est l'histoire de l'Algérie qui mérite d'être connue, bien sûr, non pas dans des ouvrages historiques, mais dans des œuvres artistiques. Et c'est beaucoup plus favorable à retenir que dans une lecture d'ouvrage, parce que c'est visuel, c'est auditif, etc., ça reste dans la mémoire et nos jeunes ont besoin de découvrir l'histoire de notre pays, qui est une très belle histoire et une très belle révolution. Est-ce qu'il y a une version en cinéma? Ah, ben oui, cinématographique, c'est encore mieux parce que on va se pencher sur le portrait du bey, sur sa vie, sur son autobiographie, comment sa mère, justement, ça, on ne l'a pas vu dans le Bourri, on ne l'a pas vu dans le film Ahmed Bey, etc. Lorsque la mère l'avait prise dans la peau de tigre, enveloppée dans une peau de tigre, il a quitté Constantine nourrissant. Il a quitté Constantine pour des raisons que je ne sais pas si je dois les citer ou pas. Vous les citerez dans le scénario. Voilà. Voilà. C'est mieux. Ouais. Voilà. Non, mais ça serait bien de faire un film sur ça, sur cette épopée, comme l'expérience que vous avez faite, le spectacle que l'on a vu l'année passée, Karim, au Théâtre Régional de Constantine, une épopée aussi de... Arzkaoul Bachir. Eh oui. Arzkaoul Bachir, c'est un personnage. Arzkaoul Bachir aussi, c'était une épopée. Je crois que vous avez un terroir extraordinaire d'histoire combattante. Parce qu'il y en a, l'Algérie a toujours, les Algériens ont toujours combattu pour préserver leurs terres. Ils ont toujours défendu leurs terres. Donc je crois qu'il y a... Est-ce que ça vous a encouragé? Est-ce qu'il y a une jonction entre les deux? Parce que les deux spectacles sont deux formes de résistance. En quelque sorte, parce que le final, à la fin de compte, c'est la résistance. On voulait dire sur une deuxième lecture que la terre a dit, c'est une terre de résistants. Le 1er novembre 1954, c'est le résultat ou le cumul de la résistance d'Ahmed Bey passant par Cheikh Al-Haddad, Bouabama, Arzkaoul Bachir, etc. pour dire cette terre Woulada, plein de résistants et de héros aussi. Je crois que dans la pièce, justement, on a fait ça. C'est le message qui est perçu. C'est le message qui est perçu. Dans les Aurès, et puis la révolution de novembre a éclaté dans les Aurès. Voilà, il y a une jonction entre, je dirais peut-être... une relève où le flambeau de la résistance a été passé d'Ahmed Bey jusqu'à... Je vous remercie, messieurs. Comme ça, la discussion, je crois qu'on va la continuer après l'émission, mais pas maintenant. Et en tout cas, on donne rendez-vous au public constantinois d'abord à Annaba, le 10, c'est mercredi, c'est demain. En plus, le 11, ça sera à Constantine. Après Tizi Ouzou, vous avez une date? Tizi, Bijaya. On essaiera de vous suivre, Inch'Allah. Merci beaucoup, Saïd Boulmerka. Merci, Ismaël. Merci beaucoup. À très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je tiens à dire quelque chose,
jeter le chapeau à toute la troupe artistique et Milora pour M. Ahmed Khoussa, le directeur théâtral Biskra, de nous avoir donné cette occasion. Une belle opportunité et surtout, c'est d'abord, moi j'aime bien, c'est la naissance d'une troupe théâtrale artistique à Biskra. Et je crois que tout le monde l'a prédit, dans quelques temps, on aura des comédiens, des représentations. Inch'Allah. Voilà. Alors, pour ceux qui ont raté le spectacle, mercredi, c'est à Annaba, au théâtre régional Medjoubi Asdin, et puis au théâtre régional Constantine Mohamed Al-Fergani, ça sera le 11 décembre. Eh bien, je vous offre une chanson, le temps d'accueillir un écrivain de Skikda, Afif Mouatz, écrivain talentueux, mais aussi une âme littéraire que vous connaissez. Très intéressant, que l'on va découvrir, mais juste après cette chanson, ici et ici, Kada, mais c'est bon, c'est pas très loin d'ici. On est déjà hier, le temps passe vite, c'est affolant, on se rappelle du temps où le temps on le trouvait lent. Un jeune rappeur se bat pour la paix, j'ai grandi et je n'ai plus peur du rôle, c'est le canapé. Un verre de Zéléto qui me kidnappait. Vendredi, le jour sacré, y'a le couscous et la rechta pour le plat de déjeuner. Je mange des MC même si j'ai jeûné. Je porte camise vers la mosquée, je fais la prière. Une réunion des amis comme aujourd'hui comme hier. Et si l'inserbilité c'est toi la meilleure. Sur les murs de la ville on a gardé Hikayet. Nous représentons des aides de colo jusqu'à cap de fer. Histoire de nos ancêtres qui racontent la noblesse. Et je rêvais de ne pas grandir, je traînais dans la vie toute la noche. Et enchanté par sa beauté, malheureusement il y a des saboteurs, des vrais Philippe Villois. Et pourtant le V noir, et pourtant le V noir. Moi je fais des actes toute ma vie pour sauver ma vie. Le 21 est fier, on a commencé à zéro. Histoire de quitter le secteur, j'écoute des relations piteurs. J'essayais de remplir mes poches, l'argent ne fera pas oublier mes proches. Mon cœur est malade et tes yeux sont l'antidote. Ici c'est Rusicada. Histoire écrite par nos amants dans la plata. Ici c'est Rusicada. J'ai fait la mort de cette vie dans une sonata. أرواح أخونا نعطوك الفال من مدينة صغيرة في وسط جبال. يكسبوا عاش الخير ترجع للمدينة والخبزة يدخلوها بالحلال. أرواح أخونا بدل ما راح القلوب شبعانة والبال مرتاح. عقلة وظرافة احنا ناس ملاح. قعدتنا زينة هوانا ولا بزاف محلي فاتت عليك. ديا يا سكينة ربي حميك. خويا في الغربة خلي سقسيك. طمني عالحومة مدابيك. ديا يا زينة عليك خلاب. ولاد روسيك عادا حلوا الابواب. راكي سحرتينا شايب وشباب. لو كان جيتي طفلة غادي نكون الأول في الخطاب. إيسي سي سي كادا هي العالية في المقام. إيسي سي سي كادا تاريخ وفي النوشام. Flocking to the beach to escape the summer heat. Dancing to the drummer's beat. Squad pizza in every corner, cause that's all we eat. Zero responsibilities, nothing but the dreams. Legendary moments when we play football on the Cleveland when they get feet. Not the field, but we hear your feet. My city grew roses from concrete. Wake up the day with a calm breeze. Roaming, admiring the palm trees. Then I remember the brothers who cross seas on the farm. We used to kick it together. The walls are engraved with the names forever. Golden memories. My city's a treasure. I go to the coast just to get the refresher. I'll be a star. I take them by the ties. Mesmerizing all I can be televised. Cruising my city, especially by the night. Skikda really gave me such a pride. Made me resilient. I've been in the dark and it came back brilliant. Defy the odds. One in a million. We've been through the struggles and violence. Despite everybody, we can be silent. Ici c'est Rusicada. هي العالية في المقام. Ici c'est Rusicada. Histoire écrite par nos amants dans la plata. Ici c'est Rusicada. هي العالية
Voilà, très belle chanson que l'on repasse avec beaucoup de plaisir, qu'on a découvert l'été dernier. Ici, du Cicada, ça nous permet de faire la transition pour recevoir Afif Mouetz. Marhaba bik d'abord. Merci d'avoir fait le déplacement de Skikda, parce que quand même, pour venir tôt le matin, ouais, je sais que c'est juste à côté. C'est la porte à côté. Hein. Alhamdoulilah. Ça va? Alors Très depuis l'été passé, oui, on s'est vu à Skikda. On s'est vu à Skikda. J'ai eu l'honneur d'être votre invité. C'est moi qui avais l'honneur de venir à Skikda. J'espère que ça vous a plu. Donc, nous, à Skikda, on est très accueillants. Ici aussi, je suis très fier aussi d'être aujourd'hui à Constantine, à Sirta. Je viens de Rusicade, je viens de Skikda. Deux sœurs jumelles, oui, je dirais. De grandes villes. Historiquement, palpables, mais aussi littérairement aussi. Alors littérairement, c'est vrai que bon, vous avez accueilli, enfin, vous m'aviez accueilli pour parler de votre premier livre qui était L'Énarque. Voilà. L'Énarque qui est un roman qui raconte l'histoire de l'Algérie à travers un personnage. Voilà, très beau livre. Et vous, à l'époque déjà, il y a quelques mois, vous me disiez que vous étiez sur le point de finaliser Éméra le jour d'après. Bon, je vais le montrer d'abord. Là, c'est le dernier livre. Oui, ça c'est mon deuxième roman, intitulé Éméra le jour d'après. Éméra, donc, c'est la déesse du jour en mythologie grecque. Et voilà, j'ai voulu rendre hommage à une personne très chère à mon cœur. C'est mon grand cousin, Ghazali Mohamed Rida, qui je passe le salut. Eh bien, c'est inspiré d'un fait qui lui est arrivé. Il était dans le coma pendant plus de 20 jours. Il m'a raconté cela. Il a eu des séquelles. Cela m'a profondément attristé et touché parce que je le considère comme un grand frère. Et c'est de là qu'est née Éméra, cette ode à la vie, cette ode à l'amour et cette ode à la renaissance aussi. Bon, je ne l'ai pas encore lu, je viens de le recevoir. Il n'est même pas dédicacé. Ah oui, vous allez me le dédicacer à la fin de l'émission, mais c'est bien de raconter l'histoire d'un cousin, mais à travers lui, je crois que c'est un ensemble de personnages. Ah oui, là c'est juste, je dirais, le prétexte littéraire. Le prétexte, le point de départ, parce que tout auteur s'inspire de son environnement immédiat, de la véhémence aussi de sa vie au quotidien. Et donc, vous savez, dans notre société moderne, on a tendance à oublier un peu les gens que j'appellerais les taiseux, ceux qui se taisent. Et les malades se taisent généralement. Quand quelqu'un tombe malade, on l'oublie. Quand quelqu'un souffre, on l'oublie. Quand quelqu'un est dans le besoin, parfois on fait mine d'aider, mais ce n'est pas vraiment cela. Donc moi, j'ai voulu donner cette voix à ces personnes qui souffrent, que ce soit au niveau... en silence. En silence. Parce que généralement, quand on souffre en silence, personne ne s'en aperçoit. Voilà. Moi, j'ai voulu donner la voix à ces personnes-là, à ces malades, à ces cancéreux, à ces gens qui sont tuberculeux, à ces gens qui ont des maladies comme le VIH, à ces gens qui souffrent on va dire au quotidien. À ces gens qui attendent la mort. Oui, oui. Je crois que c'est ça, c'était la position d'attente. Cette mort qui ne vient pas, parce que quand on vient, on est délivré, mais quand la mort ne vient pas, bon... Et justement, Éméra, il est là pour délivrer ses âmes. Éméra, il est là pour proposer un contenu littéraire très sobre, qui s'adresse à un large public, qui s'adresse, j'allais dire peut-être principalement aux jeunes, mais non, il s'adresse aux gens d'un certain âge, il s'adresse aussi aux moins jeunes, même les adolescents peuvent le lire, parce que contrairement à l'Énarque où peut-être j'ai mis l'accent sur une stylistique ou une poétique littéraire un peu crue, hein. Donc ici au niveau d'Éméra, le jour d'après, je me suis beaucoup plus relaxé, je suis allé dans le sentiment, je suis allé dans le cœur, je suis allé dans... j'ai regardé les gens, l'émotion, j'ai regardé les gens en face et j'ai su comment, peut-être, ça c'est mes lecteurs et les retours aussi que je ferai la critique après l'avoir lu, pas maintenant, mais c'est juste pour présenter. Alors vous étiez présent aussi là, votre livre était présent. J'allais être présent aussi là. Malheureusement, il y a un petit incident familial. Un petit incident familial qui m'a contraint à rester à Skikda. Mais Éméra le jour d'après, qui est, pour rappeler, édité chez l'édition Khayel, Dar al-Nashr al-Khayel, al-Nashr wa-Tarjama, Khayel al-Nashr wa-Tarjama, avait bel et bien présenté l'ouvrage. Il y a eu quelques articles de presse dans la presse algérienne, francophone, arabophone. Donc voilà. Pour un deuxième roman dont l'histoire commence, je suis plutôt satisfait.
Bah oui, pour un jeune auteur, vous avez la trentaine, vous avez à peine... 33 ans. 33 ans de livres, c'est pas mal. Oui. Attention, c'est... Vous savez, peut-être que j'étais écrivain peut-être depuis toujours. J'adorais raconter des histoires. J'adorais aussi lire et écouter les autres parler. Donc, que ce soit avec mon oncle, mes parents, à l'école, nos professeurs de langue arabe ou de langue française ou anglaise. Donc, oui. Ça, alors là, je vais demander un avis. Voilà, parce que d'abord, je salue Hafid, qui est votre papa, qui m'a envoyé ce livre. Ils m'ont fait cadeau, c'est bien. Alors, lui, c'est un musicien. Oui. Il fait là un essai. D'ailleurs, je remercie pour ce livre, mais c'est aussi un essai musical, parce que vous aussi, vous êtes musicien. Ah oui. Oui, bon. Dans ma première vie artistique, j'étais musicien. Donc, j'ai été formé par le professeur Hafid Mouatz, que je salue, c'est mon papa. J'ai fait aussi le conservatoire, j'ai fait partie de pas mal de troupes. Mais chemin faisant, voilà, peut-être, on ne va pas refaire peut-être le débat qu'on a eu à ce niveau-là, mais... Non, mais on avait parlé de la préférence. La transition. Et voilà. oui, entre la musique et la littérature. La musique, je l'ai laissée maintenant, au jour d'aujourd'hui, je l'ai laissée pour moi. Là, la littérature, c'est l'esprit de partage. Parce que je dirais que la littérature, on est seul. Voilà, on peut écrire n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, on est dans un moment solennel, on est dans une sorte de bulle. Alors que la musique, oui, ça peut arriver. Mais généralement, la musique, on est en groupe. Alors, que lorsqu'on écrit, on est seul, confronté à ce monde. Là, je perçois un certain ego, non? Peut-être. Je ne sais pas ça. Peut-être que c'est mon ego d'écrivain, peut-être que... Vous savez, Sismaïn, moi quand je commence à écrire ou quand, par exemple, je suis invité dans les plateaux et que j'ai la chance de vous avoir aussi comme animateur, comme ami, comme grand tonton, je dis les choses franchement. Et quand je parle de littérature, voilà, c'est des envolées, c'est des échappées. J'essaye d'être cash. C'est pas très loin de la musique, hein. Les envolées, vous savez, il y a les envolées littéraires et les envolées lyriques. Oui. C'est pas tout à fait très loin. Peut-être pour rebondir sur Emera. Oui, pour revenir. On parle souvent pour les gens qui sont malades ou que l'on traite, dans certains cas, de musicothérapie. Ça veut dire que c'est les traitements par la musique. Moi, ici, dans Emera, pour ne pas vous spoiler, pour ne pas brûler l'histoire et pour encourager les gens aussi à... Vous avez remarqué que je n'ai pas voulu parler... Du tout. C'est juste pour vous parler de cet aspect-là littéraire et musical. J'ai voulu utiliser cette approche-là de la musicothérapie, mais en remplaçant la musique par la littérature. Parce qu'au cœur du roman, il y aura de grandes séquences qui sont dédiées à la littérature comme thérapie. Et là, ça me tient à cœur parce que moi, je me place en tant que lecteur avant d'être romancier ou écrivain ou voilà. Parce que quelqu'un qui lit beaucoup, c'est quelqu'un qui écrit bien. Ce n'est pas la règle du jeu, mais généralement c'est cela. Parce que ça quand aide on beaucoup, lit, ça aide beaucoup. Ça aide. Quand on lit, on écrit mieux. Oui, au niveau poétique, dans la conception des personnages, dans la conception des lieux, dans aussi l'imaginaire foisonnant. Au niveau esthétique, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui est figure de style, métaphore, voilà. Et au niveau linguistique aussi, parce qu'on acquiert aussi un certain langage, voilà, en bonne et due forme, qui peut scier à certains et peut-être pas à d'autres. Cela dépend après des goûts. Donc voilà. Non, mais le fait de produire littéralement parlant, c'est déjà bien. Oui. Parce que, pourquoi je vous ai demandé votre âge? À votre âge, c'est vrai qu'il y a très peu d'écrivains. Oui. Il y a peut-être, vous savez, maintenant, en Algérie, il y a peut-être des écrivains moins jeunes que moi, qui ont 26, 27 ans, 28 ans. Il y en a beaucoup plus qui ont la quarantaine, la cinquantaine, avec beaucoup plus d'expérience et qui ont fait aussi leurs preuves voilà, dans la scène littéraire algérienne. Moi, vous savez, je lis tout, j'écoute tout. Et je suis très attentif. Très ouvert. Voilà aussi à notre littérature. Parce qu'il y a peut-être ce leurre qui nous dit qu'aujourd'hui, la littérature francophone d'Algérie, ou la littérature algérienne, pour faire court, voilà, contient une certaine algérianité qui est défendue par Linda Nawel Tebani, que je salue aussi, qui est voilà, originaire aussi de la ville de Constantine, qui est romancière, qui vit en France maintenant. Et justement, Linda Nawel Tebani parle je dirais de ce paradigme de l'algérianité. Qu'est-ce qui est algérien dans notre littérature? Alors moi je réponds, voilà, franchement, tout est algérien dans notre littérature. Tout est algérien. On retrouve on utilise plusieurs langues
Oui. mais il y a une algérianité. D'ailleurs, vous savez, il y a beaucoup de talentueux écrivains qui utilisaient même les mots en arabe dans la littérature en langue française et qui ont reçu des prix parce que l'utilisation de la langue et surtout de l'écriture, là, c'est une personnalité, c'est une forme de personnalité de l'Algérie. Ça se ressent dans l'écrit. Quand on lit vos livres, moi j'ai lu l'Énarque, on sent l'Algérien. Oui, oui. Un autre ne peut pas écrire de cette manière. Quand l'Énarque, par exemple, a été édité, on m'a appelé d'un peu partout, notamment de Constantine, pour nous dire mais voilà, vous nous avez pas un chef-d'œuvre de Constantine. J'ai même incorporé le grand Malek Haddad comme personnage pour justement. Incontournable, Constantine. Ah, il est incontournable, professeur, romancier. Donc, pour justement donner cette âme-là à mes livres. Donc la plus grande partie des scènes de l'Énarque ont été imaginées à travers le territoire algérien. La plus grande partie des scènes aussi d'Emera, le jour d'après, a été imaginée entre Skikda, Annaba, Constantine, qui sont 3 villes de l'Est qui me sont chères. Bon, je suis originaire de Skikda, je venais souvent à Constantine, je passais aussi mes vacances à Annaba, donc voilà, c'est le triangle des Bermudes un peu. Littérairement parlant. Littérairement parlant, voilà. Ça serait bien aussi. Puis là, bon, on n'est pas très loin de... Parce que vous parlez des 3 villes, elles sont beaucoup de points communs, notamment la littérature, mais aussi la musique aussi. Oui, le Melouf. Le Melouf est là. Oui. Qui est un patrimoine commun, qui est un patrimoine voilà, ancestral, que l'on transmet voilà, de père en fils, de génération en génération. Et c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur dans le volet musical. Parce qu'on parle dans la musique de transmission, mais même dans la littérature. Moi, à l'université, cher Smaïn, je dis toujours à mes étudiants que parce qu'il faut rappeler que vous êtes enseignant à l'université de littérature Skikda, française et francophone, à l'université de Skikda. Oui. J'ai failli finir ici à Constantine, à l'université. C'est pas très loin, c'est pas très loin de toute façon. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis à l'université de Constantine que je salue, et c'est toujours un plaisir, vous savez. Pour revenir juste sur le point, pour rebondir sur le point de la transmission, même en littérature, il y a cette filiation. Par exemple, si vous me dites quels sont vos auteurs algériens préférés, je vous en citerai 2. Malek Haddad, que j'ai cité tout à l'heure, et Katib Yassine. Katib Yassine, il est incontournable. Nejma, le cadavre encerclé, le théâtre. Même si on a beaucoup d'autres aussi talentueux, oui, je mais sais. vous citez 2 icônes de la littérature et de la poésie algérienne. Pourquoi est-ce que je cite ces 2 poètes, ces 2 romanciers, ces 2 écrivains? Parce que depuis ma plus tendre enfance, c'est les premiers livres que j'ai trouvés dans ma bibliothèque. Nejma et ensuite. Voilà, ma mère qui avait fait l'ENS de Constantine, qui était prof de français, que je salue aussi. Oui, je salue la maman. Pas seulement le papa. Elle vous passe le bonjour d'ailleurs. Elle passe le bonjour à toute l'équipe voilà, de l'ENTV Constantine, qui est une école, hein, rappelons-le. Peut-être que je m'égare un peu, mais je le dis, moi, on a grandi avec Assa Bouaoutar, on a grandi avec... Oui, moi, vous n'êtes pas le seul, hein, vous savez. Ces feuilletons-là Alors, dites-moi juste un mot sur le club littéraire de Skikda que vous animez. Le club littéraire, est-ce qu'il est toujours là? Toujours d'actualité. On a dernièrement fait plusieurs même ateliers. C'est quel jour? Alors, on a fait un atelier de céramique le samedi passé. On a fait un atelier de jeux d'échecs un vendredi. Il y aura prochainement quelques auteurs qui vont venir. Ça a tardé, je sais, mais il faut un minimum de préparation. Oui, les choses vont bon train. Il faut remercier celui qui lègue l'endroit. Ah oui, c'est M. Younes Sohaib que je salue aussi, c'est le tenancier. Et moi, personnellement, il m'encourage beaucoup pour justement mes projets littéraires. Et d'ailleurs, pour nos chers et mes chers lecteurs, il y a la possibilité, par exemple, par rapport au premier roman L'Énarque, il y a la possibilité d'acquérir le roman en ligne. Ça veut dire qu'on peut, juste en cliquant, donner ces informations et recevoir l'exemplaire chez soi, voilà, en étant tranquille. Je crois qu'il faudra nous inviter à venir au club littéraire parce qu'il est très intéressant. Oui. Et ça sera avec grand plaisir de vous accueillir, toute l'équipe d'ailleurs. Inch'Allah, on va venir dans une équipe réduite parce qu'on est assez nombreux. On vous accueillera, il n'y aura aucun souci. Mais c'est bien d'avoir un club littéraire, mais ce n'est pas seulement un café littéraire, c'est beaucoup plus que ça. C'est un endroit
pour les gens de la musique, les plasticiens. C'est pas seulement serré ou autour de la littérature. Non, c'est tous les arts, je crois. Oui, on y discute littérature parce qu'il y a quelques, je dirais, poètes principalement en langue arabe qui viennent. Il y a quelques auteurs francophones de passage qui viennent aussi. Il y a des plasticiens, il y a des musiciens, il y a même des rappeurs, hein, de jeunes rappeurs qui viennent. Voilà, c'est la musique de rue, la Il musique faudra urbaine. saluer les gens du clip. Ici, c'est Russi Kada. Oui. C'est monsieur. Alors, l'interprète et réalisateur, c'est monsieur Boubacar Brahimi. Alors, c'est. C'est un clip avec beaucoup de talent. La chanson est belle. Ah oui, c'est super. Les deux autres, c'est Siraj, Siraj Hambarek. Et le troisième, c'est Mac, M-A-C. C'est un rappeur de chez nous, c'est un ami de Skikda. Je salue les trois, bravo à eux pour ce clip. Ici, c'est Russi Kada, qui est dans justement la continuité de cet esprit que voilà, nous voulons faire revivre notre ville à travers l'art, à travers la création, tout en étant dans la modernité aussi. Donc c'est ça peut-être le message qu'ils ont peut-être fait passer à travers le clip et que j'essaye à chaque fois de mettre en évidence la région de l'Est, le Constantinois et plus exactement Skikda parce que c'est... c'est votre ville natale. Skikda aussi mérite toute l'attention, non pas seulement en un clip, mais aussi de la littérature parce que c'est une région qui renferme énormément d'auteurs dans toutes les langues, hein, surtout en arabe, dans la région de Ain Qishra, c'est pas très loin de chez vous, c'est impressionnant. Kolo, vous avez un bassin littéraire extraordinaire. Oui, peut-être qu'on a bénéficié aussi de la Méditerranée. Ah oui, une belle portion, une belle portion. Surtout que voilà, Skikda c'est une ville cosmopolite. Peut-être qu'on semble géographiquement peut-être en retrait, mais la Méditerranée, l'air méditerranéen, on en parlait d'ailleurs dans l'émission l'été à Skikda. C'est quelque chose vraiment de très poétique et ça permet justement à ces auteurs, à ces poètes, à ces autrices, à ces poétesses aussi d'écrire et d'être dans l'air du temps. On arrive à la fin, je ne sais même pas comment on va conclure, Afif. Simplement en vous remerciant. Je vais remontrer d'abord le livre, le dernier, Emera, le jour d'après. Oui, édité chez Dar al-Nashr al-Khayal, Khayal Édition, voilà, en 2025, et présenté aussi là. Peut-être, je ne sais pas si j'aurai le dernier mot. Moi, il faut. Je tiens à vous remercier parce que vous me faites souvent confiance, toujours d'ailleurs. Et l'accueil était vraiment très fraternel. Je suis chez moi, à Constantine. J'ouvre de nouveaux pans ici. Oui, et je lance ce deuxième roman à la TV algérienne, à l'ENTV algérienne. Donc merci à toute l'équipe. On espère que vous allez avoir autant de succès, j'espère plus de succès que Lénard, qui a déjà été un exemple de réussite, on va dire. J'espère que Emera aura autant de succès. Inch'Allah. Et puis bon, moi je m'invite à la prochaine rencontre littéraire à Skikda. Je ne sais pas si c'est quand, mais bon. Un coup de téléphone, un coup de fil et vous êtes là. Très bien, Inch'Allah. Je vous inviterai, je n'y manquerai pas. Et ça sera un honneur de vous accueillir, mon ami. L'honneur est pour moi de venir à Skikda. Veuillez transmettre mes amitiés à M. Hafid Mouatz, à votre maman aussi. Chose due, chose faite. Pour le remercier d'abord du livre qu'il m'a envoyé, en espérant le recevoir, Inch'Allah, un de ces jours, ici sur le plateau, pour parler de musique. Musique et musicologie. Musicologie, voilà. Merci Afif Mouatz. Je rappelle que vous êtes auteur, enseignant, chercheur, et puis surtout animateur du club littéraire de Skikda, café littéraire, pardon. Et voilà, ça nous amène à la fin de ce bonjour d'Algérie. N'oubliez pas que vous avez un match de football dans quelques petits moments après, en milieu de journée. Donc la Coupe arabe continue. Et moi, j'espère vous retrouver bien sûr mardi prochain. D'ici là, je vais remercier toute l'équipe qui a travaillé avec moi tôt ce matin à partir de la station régionale de Constantine. Je vais remercier Nabil Yagoubi qui a réalisé ce bonjour d'Algérie. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine. À la semaine prochaine, Inch'Allah, mardi prochain.